Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous arrivons... Ouh là là, j'ai peur de le dire. On arrive au 66e Citrep Calice. Oui. Nous sommes le 25 novembre 2017. Et ouais, on n'y est pour rien. Il faut bien passer par la 66e émission du Citrep. Voilà. C'est ainsi. Alors, alors il y en a qui vont se dire, c'est bizarre, il y a quand même des coïncidences parce qu'on va parler de complot. Ouais, Hein, c'est vraiment, voilà, c'était le bon chiffre, hein, ils ont bien choisi le moment. Donc on va bien sûr parler de ce qui s'est passé à Lugansk cette semaine, qui a occupé quand même oui. plus de la moitié de la semaine. Donc c'est cette confrontation qui a eu lieu entre Igor Kornet, le ministre de l'Intérieur, et Igor Plotnitsky, donc désormais ex-chef de la République populaire de Lugansk. Mais Oui. comme d'habitude, on va commencer d'abord par la partie militaire, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 222 reprises, donc un bon tiers de moins que la semaine dernière, au cours desquels 1166 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés, donc je rappelle artillerie, mortier et obus de chars d'assaut, donc là presque moitié moins que la semaine passée. Bon, je pense que c'est dû à la météo, hein. On a de la neige et ça gèle bien là maintenant. Oui, Donc, oui, vous aviez eu une tempête de neige il y a quelques jours. on a même eu une tempête de neige là pendant la semaine. Donc je pense que les Ukrainiens ont rentré leur artillerie dans les entrepôts pour la mettre à l'abri. Oui. Donc tant mieux. Il faut bien sûr y rajouter les 25 violations du cessez-le-feu qui ont eu lieu durant les dernières 24 heures. Oui. Les bombardements de la semaine ont touché 21 localités de la République. Le bilan humain est moins bon que la semaine dernière, puisque suite à ces bombardements, un civil a été blessé, 2 soldats de la République populaire de Donetsk ont été tués et un blessé. Donc là, on a quand même un bilan qui est bien plus mauvais. Niveau destruction aussi, puisque 18 habitations ont été endommagées lors de ces bombardements à Dokuchaïevsk, Leninskoye, qui est donc dans l'extrême sud de la RPD, presque en face de Mariupol, et Zaïtsevo, donc au nord de Gorlovka. Des tirs qui ont bien sûr été ajustés à l'aide de drones, d'où la quantité énorme de destruction. Les soldats de la République populaire de Donetsk en ont d'ailleurs abattu 2 cette semaine, portant le total des drones abattus à 60 depuis le début de l'année. Voilà. Alors, niveau armement, bon, l'armée ukrainienne n'a pas tout rentré, puisque les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont détecté les pièces d'équipement suivantes près de la ligne de front, côté ukrainien, entre autres 8 canons automoteurs Akatia de 152 mm, 6 obusiers tractés D20 de 152 mm, 3 canons tractés Jetsin B de 152 mm, oui. Un lance-roquettes multiples grades, 5 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm et 3 mortiers automoteurs Nona S de 120 mm. Ouais. L'OSCE, de son côté, a détecté l'absence de 48 pièces d'équipement ukrainien des zones de stockage où elles devraient se trouver, donc c'est beaucoup moins que la semaine passée, on était à 130, oui. Aux alentours, si je me souviens bien. Aux alentours de 130. Donc là, ça a bien diminué. On voit qu'ils ont rapatrié le matériel à l'abri de la neige et du gel. Bon, il y a quand même toujours 48 pièces, dont 6 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 18 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 6 obusiers D30 de 122 mm, 12 canons anti-chars Rapira de 100 mm et 6 mortiers de 120 mm qui sont toujours aux abonnés absents. En clair, ils se trimballent dans la nature, très certainement proche du front. Si tu me permets, les Russes ont tendance à nommer certaines armes avec de jolis noms de fleurs, comme Jakhtsin, qui veut dire jacinthe. C'est jacinthe, c'est la jacinthe. Voilà, ouais. Mais quand on voit le canon à taille réelle et qu'on voit un type à côté, on se dit purée, je plains les gens qui ramassent les obus tirés par ce canon-là. Parce que c'est un monstre. C'est un monstre. Ouais, c'est du 152 mm, le Jacynthe. Bon, le grade, par exemple, ça veut dire grêle. Le lance-roquette multiple, le grade, ça veut dire grêle. Il y en a plein comme ça. Bon, Ouragan, c'est l'ouragan. Smerch, c'est la mort. Enfin, tu vois. Oui, Smerch, il porte bien son nom, parce que là. Voilà. Bon, voilà. C'est des petits noms sympas. Non, ils ont toujours des petits noms sympas, leurs armes, les Russes. Ils ont toujours le sens de... Ouais.
De l'humour peut-être, je de sais pas. l'humour, ouais, dans les petits noms. Sûrement pas apprécié par les gens qui ramassent sur la tête. Ceci dit, Non, pas vraiment. bon, hein, voilà. Donc, de son côté, donc l'armée ukrainienne continue de grignoter la zone grise. Donc je rappelle, c'est cette zone tampon autour de la ligne de front qui est censée rester démilitarisée, c'est-à-dire normalement pas de soldats, pas d'armement. Donc ils n'ont pas franchi la ligne de front, ils n'ont pas gagné de territoire, ils ont juste en fait enfreint les accords de Minsk pour changer. Ouais, donc là c'est au nord de Gorlovka que la 54e brigade mécanisée et le 24e bataillon Haïdar donc ont pris 2 villages, celui de Gladosovo et celui de Travnevoye. Donc c'est dans la nuit du 22 novembre. Donc les soldats de ces 2 unités sont rentrés entre autres dans le village de Gladosovo et ont menacé les habitants avec leurs armes, leur ordonnant de garder le silence et de rester chez eux. Plusieurs habitants auraient été torturés. L'armée ukrainienne a confirmé avoir pris le contrôle de ces 2 villages dans la zone grise. Ça a été confirmé par le centre de presse de la soi-disant opération antiterroriste. Ils ont même sur pas sa page Facebook. Ah ouais, non, ils ont même pas peur, ils le disent. D'ailleurs, les médias ukrainiens ont présenté ça comme une victoire. Tu vois, genre, ils avaient gagné du terrain. Voilà, tu vois, ça ose tout, hein. Ça ose tout, hein. Ils ont présenté ça comme une conquête, tu vois, genre ils avaient conquis les villages, tu vois. Enfin, si tu veux, mais t'as conquis que dalle, quoi. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. La mission de l'OSCE a envoyé une patrouille pour évaluer la situation. Ouais. Il semble que le but de cette provocation était de tirer depuis donc ces localités vers d'autres localités qui sont sous le contrôle donc de l'armée ukrainienne avec le jour d'après avec des obus de mortier, le tout filmé par des équipes de TV ukrainiennes et occidentales arrivées sur la zone en avance. Bon, le but étant bien sûr d'accuser les forces armées de la RPD d'avoir violé les accords de Minsk. Il n'est pas non plus à exclure que cette provocation puisse être liée à des informations que l'armée de la RPD a obtenues sur l'arrivée de 3 camions contenant des militaires ukrainiens vêtus d'uniformes russes dans la localité de Svetlodarsk, donc c'est en face de Debaltsevo, donc c'est le fameux arc qui est juste en face de l'arc du front, entre guillemets, qui est en face de Debaltsevo. Donc ce sont des habitants des territoires occupés qui ont signalé cette arrivée. Donc la République populaire de Donetsk suppose que les punisseurs ukrainiens veulent bombarder leur propre territoire avec l'aide de ces saboteurs ukrainiens déguisés en uniforme russe pour ensuite bien sûr accuser l'armée russe d'avoir bombardé ces pauvres petits Ukrainiens. Voilà. Il semble même que les plans des forces armées ukrainiennes étaient même plus ambitieux, puisque les officiers de la 54e brigade avaient dit aux médias qu'ils avaient l'intention de prendre un territoire beaucoup plus large, jusqu'à toucher la périphérie de Gorlovka, contrôlée par la RPD, mais un des volontaires a publié des informations sur l'offensive à venir sur Facebook, et résultat, les forces armées de la RPD ont renforcé leur position, empêchant ce plan d'être mis à exécution. Alors, là, si tu me permets, c'est très intéressant et c'est très important. Parce que ça signifie qu'une simple information peut avoir des conséquences très sérieuses quant au projet, aux préparatifs que ce soit un false flag, que ce soit... une attaque ou n'importe quoi. C'est pas du tout anodin. Voilà, c'est évident qu'un type crapuleux déteste qu'on évente ses projets, toujours. Et que le simple fait d'en parler suffit quelquefois à faire annuler, à faire avorter une opération, un projet. C'est déjà arrivé plusieurs fois où on a signalé des risques de provocation grave avec l'utilisation de civils comme boucliers humains ou de tirs sur des installations contenant des produits chimiques qui ont permis d'empêcher ces provocations d'arriver. Basourine l'a rappelé à plusieurs reprises que plusieurs fois, le fait qu'il a dénoncé, entre autres auprès de l'OSCE, des risques d'attaques sous faux drapeau ou d'attaques visant à provoquer des catastrophes chimiques ou à provoquer des victimes civiles, ça avait souvent fait reculer l'armée ukrainienne concernant ces plans foireux. Donc c'est là qu'on voit que l'information elle est très très importante. C'est pas du tout un truc négligeable en période de guerre, surtout à l'heure d'aujourd'hui avec, comme on le voit, les réseaux sociaux qui prennent de l'importance. Absolument, absolument. Dans cette guerre de l'information. Voilà, faut pas hésiter à jouer ce rôle et à utiliser les réseaux sociaux ou tous les vecteurs de diffusion d'informations au public pour dénoncer la possibilité de ce genre de crime, pour justement donner toutes les chances de le faire avorter.
De le Hein? faire avorter, oui. Et d'ailleurs, pendant qu'à Lugansk, la situation était tendue, l'armée ukrainienne a tenté quand même d'en profiter un petit peu. Bon, ils ont pas tenté de grosses attaques, hein, donc ce qui veut quand même bien dire que leur armée, elle est quand même dans un état lamentable. Ouais. Donc il y a eu un groupe en fait de reconnaissance ukrainien qui a tenté de s'infiltrer sur le territoire de la RPL près de Frunze, hein, où il y avait eu des gros tirs à une époque, il y a quelques mois en arrière. Malheureusement pour eux, l'armée de l'RPL était pleinement opérationnelle, hein, malgré ce qui se passait à la capitale, et a tiré sur le groupe de reconnaissance, faisant 3 morts et 1 blessé. La milice populaire de l'RPL a tourné une vidéo, hein, pour prouver ses dires, hein, donc montrer que les corps des soldats ukrainiens étaient tout près, hein, des positions de l'armée de l'RPL, hein, ce qui prouve bien que c'est pas la RPL qui a attaqué, hein, parce que bien entendu les médias occidentaux ont hurlé que on était des gros méchants, que les RPL étaient des gros méchants dans l'armée, hein, parce qu'ils avaient tiré sur des pauvres petits soldats ukrainiens. Les soldats ukrainiens, ils avaient rien à foutre près des positions de l'RPL. Ah oui, non, mais... Rien du tout. Hein, donc c'est pas les RPL qui attaquaient, c'est bien ces soldats ukrainiens qui sont venus du côté du front où ils avaient rien à faire d'après les accords de Minsk. Le soldat blessé d'ailleurs a été interrogé par les officiels des RPL présents sur place, hein, dont Andrei Maroshko, entre autres, lui ont demandé, vous savez qu'il y a une trêve académique en cours et que votre attaque, là, ça viole le cessez-le-feu académique. Bon, la réponse du soldat était vaseuse à souhait. Hein, il a fait genre, il savait pas qu'il y avait une trêve académique. Le mec est pris la main dans le pot de confiture. Voilà. C'est genre, écoutez, j'ai juste écouté les ordres, moi j'en sais rien. Bon, d'accord, voilà, ouais, si ça. tu veux. Bon, si tu veux, c'est une défense comme une autre. La dernière fois qu'elle a été utilisée, elle n'a pas beaucoup marché. Hein. Ouais, ils essayent quand même. Ils ont que ça. Ouais. Ils ont que ça, hein. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont que ça. Ouais. Donc l'armée ukrainienne, quant à elle, continue de se déliter, hein, avec 2 suicides et 4 cas d'utilisation anormale des armes en état de d'ébriété avec résultat mortel. Hein, donc, Ouais. pour les soldats qui ont été enregistrés dans un bataillon du groupe tactique de la 79e brigade aéroportée, stationné près de Malinovka. Donc là, les chiffres que je vous donne, c'est pas pour toute l'armée ukrainienne. Hein. C'est un bataillon du groupe tactique de la 79e brigade. 2 suicides, 4 morts pour cause de maniement des armes en état d'ébriété. 6 morts. C'est charmant. Hein. Je vois que les activités guerrières de l'armée ukrainienne prennent des tournures tout à fait extraordinaires. Hein. Ouais, surtout pathétique. Dans le même temps, suite au mauvais traitement que ces soldats font subir à la population, les habitants de la localité ont demandé au chef de l'administration civile et militaire de la région de chasser les soldats de Malinovka et de les envoyer vivre en plein champ. Comment ça? Ils sont mal aimés, ces soldats ukrainiens, quand même. Ah, mais partout. Partout. Hein, donc la situation dans les unités de la 54e brigade, hein, ceux qui sont installés dans les villages dans la zone grise, n'est pas meilleure, puisque les habitants des localités de Novoluganskoye, Kodema et de la partie occupée de Zaïtsevo, hein, sont très mécontents des actions de cette brigade à cause de la corruption du commandement et des violations en termes d'approvisionnement. Les soldats se retrouvent obligés à voler les habitants, de voler leurs palissades et les stocks de bois pour se chauffer sur le front et éviter de mourir de froid. Voilà. Ouais, avec ça, l'armée ukrainienne a vraiment toutes les raisons de croire qu'elle sera appuyée par la population le jour où elle attaquera. Hein. Oui. D'ailleurs, un soldat de l'armée ukrainienne s'est rendu à la République populaire de Donetsk, qui a publiquement dénoncé les crimes des soldats des forces armées ukrainiennes dans la partie occupée du Donbass. Il a parlé entre autres de viols de jeunes femmes à Mariupol en 2014-2015, de vols systématiques, etc. Et a confirmé que beaucoup se saoulent ou se droguent et qu'ils savent que ce n'est pas contre l'armée russe qu'ils se battent. Hein. Donc ils sont bien conscients, hein, que c'est pas du tout contre l'armée de la Fédération de Russie qui sont en train de se battre. Il a aussi confirmé que l'attitude de la population civile à leur encontre est très négative, que leur commandement leur interdisait de sortir de leur base en uniforme car des soldats se seraient fait frapper et même tuer par des civils, et que même parfois des civils lançaient des grenades sur le territoire de leur base. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont aimés alors, hein? Alors là, l'armée ukrainienne, tu m'étonnes que les mecs... Tu parles d'une armée de libérateurs, la population civile, elle en a rien à faire de ces libérateurs-là, elle n'en a rien à faire, elle n'en veut pas. Hein.
Bah, c'est surtout, Voilà. je pense que là, la réputation de l'armée ukrainienne dans sa globalité est quand même relativement méritée compte tenu des atrocités et des exactions qu'elle a commises depuis 2014 dans la région. Hein. Voilà, bah, c'est le résultat. Hein. Il faut pas qu'ils viennent se plaindre après. Hein. C'est tout. Non, ça c'est clair. Si on regarde côté République populaire de Donetsk, on a reçu des chiffres concernant le fonds de pension de la RPD qui a annoncé que depuis avril 2015, c'est-à-dire le moment où les premières retraites ont été versées, 80,8 milliards de roubles, soit 1,160 milliards d'euros ont été versés aux retraités qui habitent sur le territoire de la République. Donc ce fonds de pension a commencé à travailler le 21 novembre 2014 suite à l'arrêt du fonctionnement du fonds de pension ukrainien sur le territoire de la RPD. Et les premières retraites ont été versées donc en avril 2015, le temps de mettre en place tous les calculs et les procédures pour le versement des pensions. Actuellement, c'est environ 680 000 personnes qui reçoivent une retraite en RPD, avec une retraite moyenne de 4 387 roubles, environ 63 euros. C'est pas beaucoup. Oui, pas très bien avec ça. Non. Et une retraite minimum de 2 730 roubles, soit environ 39 euros, c'est encore pire. Enfin bon, ces chiffres tiennent compte de la hausse de 5% de toutes les retraites qui a été effectuée à partir du 1er octobre 2017, conformément au décret pris par Zakharchenko. Avant cela, la retraite moyenne était de 4 194 roubles et la retraite minimum de 2 600 roubles. Je rappelle que les retraites ont été augmentées en RPD à plusieurs reprises, en 2016 et en 2017. Rien que de juillet 2016 à maintenant, la pension le minimum a augmenté de 30,81%, passant de 2087 roubles en juillet 2016 à 2730 aujourd'hui. Faut arrêter de donner les chiffres parce qu'en France, ça va finir par faire rêver tout ça. Hein. Presque, oui. Donc je rappelle que ces augmentations se font petit à petit. Ouais. En tenant compte de l'évolution du budget de l'État. Donc plus le budget de l'État augmente, plus les retraites sont augmentées. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans la même logique qu'en France ou en Europe, d'ailleurs de manière générale, où les retraites sont de plus en plus amputées. République populaire de Lugansk, donc ça a été le gros dossier de cette semaine. J'ai fait 3 articles dessus, on mettra les liens vers ces articles pour plus de détails. Donc je vais faire une chronologie très succincte, qui va être quand même malheureusement assez longue parce que c'est quand même 4 jours d'événements que je vais vous résumer. Mais voilà, donc on mettra les liens vers les 3 articles sous la vidéo pour que les gens puissent aller récupérer les détails supplémentaires. Puisque cette semaine, la situation a été plus que tendue pendant 4 jours. Tout a commencé le 20 novembre au soir avec le renvoi du ministre de l'Intérieur de la RPL, Igor Kornet, suite à des accusations portées contre lui et validées par une cour de justice ainsi que le comité du Conseil populaire de la RPL. L'affaire aurait pu en rester là, mais Igor Kornet n'étant pas du genre à se laisser renvoyer de manière injuste sans réagir, a alors révélé la raison réelle de ce renvoi, c'est-à-dire le fait qu'il s'apprêtait à dénoncer et à faire arrêter des personnes très influentes en RPL, proches du chef de l'État, et qui travaillent en réalité pour Kiev. Donc, on imagine le scandale. De peur d'être arrêtés, ces personnes ont alors orchestré de faux témoignages contre Kornet pour le renvoyer avant qu'il ne parle. Mais Kornet, donc, étant pas du genre à dire oui, effectivement, je suis renvoyé, et étant soutenu par son administration, le 21 novembre au matin, les habitants de Lugansk découvrent alors des hommes armés dans le centre-ville qui bouclent plusieurs rues et bâtiments du centre-ville de Lugansk. Il s'agit des Berkout, OMON et autres troupes du ministère de l'Intérieur de la République populaire de Lugansk restés fidèles à leur ministre, comme presque la totalité des employés du ministère. Igor Kornet a donc décidé de contre-attaquer en lançant une opération grand nettoyage d'hiver, en traquant et arrêtant les agents de Kiev infiltrés dans les sphères du pouvoir en RPL. Et c'est alors que commence cette guerre des communiqués qui a... beaucoup de gens étaient vraiment perdus, ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait, même sur place, même à Lugansk, ça a été vraiment le bazar. Les habitants ne savaient plus à quel sein se vouer, la télé ne marchait plus, et donc beaucoup de rumeurs ont circulé, c'était une guerre des rumeurs, une guerre de fausses informations, c'était vraiment très très difficile de s'y retrouver. Chacun des 3 articles que j'ai fait m'a pris vraiment des heures parce que chaque info, j'essaie de la revérifier, de checker d'où elle venait. On avait du mal à accéder aux sites, différents sites officiels
du chef de l'État, de l'agence d'information de Lugansk, du MGB de la LNR. C'est vraiment très très compliqué. Hein. Vraiment, on devait passer par des astuces informatiques pour arriver à y accéder. C'était vraiment l'enfer. Si tu me permets, préciser que le MGB, c'est les services de renseignement. C'est le service de sécurité, des services de sécurité de l'État. Donc c'est l'équivalent local du FSB. C'est l'équivalent local du FSB et en Ukraine du SBU ukrainien quoi. Et en France, ça correspond à quoi? La DCRI? La DCRI, ouais, c'est la DCRI. Donc Igor Kornet a été le premier à sortir le flingue, à dégainer en faisant une vidéo dans laquelle il déclare qu'il est toujours ministre de l'Intérieur, qu'il a trouvé un accord avec Igor Plotnitsky, le chef de la RPL, et qu'une opération spéciale est en cours pour traquer ceux qui ont tenté de discréditer son ministère et lui-même pour nuire à la RPL. Donc je vais lire ce qu'il a déclaré dans cette interview. Suite à des mesures opérationnelles et d'enquête mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Sécurité d'État, donc le MGB, de la République, nous avons obtenu la preuve de l'implication d'Anastasia Shurkaïeva, directrice de la compagnie de télévision et de radio d'État de la République populaire de Lugansk, dans les activités des services spéciaux ukrainiens. Il a été révélé que la chef de l'administration du chef de la RPL, Irina Teizman, et le chef du service de sécurité d'État du ministère de l'Intérieur, Evgeny Seliversov, ont participé à la tentative de coup d'État menée dans le pays en septembre 2016. Suite à cela, l'ex-premier ministre et mon camarade militaire, Gennady Tsiplakov-Nikolaevitch, a été tué et Vitaly Kiselyov, vice-commandant du bureau de la milice populaire de la RPL, a été condamné à une longue peine d'emprisonnement. Ces activités ont été menées avec la participation directe d'un certain nombre d'officiels importants du bureau du procureur général qui ont été impliqués dans la fabrication de ces affaires pénales. Donc là, c'est des accusations très très graves qu'il avait quand même formulées. Igor Plotnitsky a répondu alors par une déclaration écrite sur son site officiel, confirmant que Kornet a bien été renvoyé de son poste de ministre de l'Intérieur et que la situation est sous contrôle des autorités de la République. Bon, la suite va démontrer qu'en fait, il n'en était rien du tout. Suite à des rumeurs sur le fait que cette déclaration serait un faux et que le chef de l'État serait en Russie, Plotnitsky réitère cette dernière déclaration en vidéo afin de montrer qu'il est bien à Lugansk et que sa déclaration de la veille est bien de lui. Ensuite, des rumeurs ont commencé à circuler sur le supposé soutien ou la supposée intervention de la Russie puis de la RPD dans toute cette opération spéciale, de rumeurs démenties par les deux pays. Dans le même temps, le commandant du bataillon URSS Bryanka en appelait à Zakhachenko afin qu'il vienne prendre la direction de la RPL et qu'il unisse ainsi les deux républiques populaires pour former la Novorussie. Donc il a fait appel au chef de la RPD. Puis après une journée et une nuit, donc parmi les bâtiments qui avaient été bouclés en fait par ces forces du ministère de l'Intérieur de la RPL se trouvait le bâtiment du bureau du procureur général dans lequel en fait les employés se sont trouvés coincés. Après une journée et une nuit coincés dans ce bâtiment, le 22 novembre, les employés ont été évacués sans usage de la force. Et on a découvert en fait hier, lors d'une interview de plusieurs de ces employés, que ces derniers, et même des civils dont des enfants, avaient été retenus là par la direction du bureau du procureur général, qui leur avait fait peur en leur disant qu'il fallait qu'ils restent dans le bâtiment, qu'il fallait qu'ils défendent le bâtiment contre les hommes armés qui étaient dehors. Enfin, ils leur ont vraiment raconté des salamalek. Et en fait, ils ont utilisé ces civils et ces employés comme en gros boucliers humains pour empêcher un assaut contre le bâtiment et leur arrestation. Et puis surtout les femmes, parce qu'en fait, ils ont les responsables du bureau du procureur ont armé tous les hommes qui étaient dans le bâtiment à ce moment-là, en leur disant qu'il fallait défendre au péril de leur vie le bâtiment, etc. Les femmes avaient été, et les enfants avaient été regroupés avec les hauts chefs de ce bureau du procureur général, parce qu'en en fait, ils savaient que en cas d'assaut, la présence des femmes empêcherait que les Berkouts et les forces du ministère de l'Intérieur n'utilisent des méthodes trop violentes contre eux. Ça rappelle quand même un truc qui montre déjà que c'est vraiment dégueulasse comme méthode.
Ça rappelle ce que font les terroristes en Syrie, hein, tout simplement. Oui, c'est le même procédé. Finalement, les employés ont fini par comprendre que leur direction leur racontait des mensonges, déposent leurs armes et partent en toute sécurité, donc le 22 novembre en journée, permettant l'arrestation de ces personnes qui ont essayé de se cacher derrière ces employés pour éviter de se faire arrêter. Donc plusieurs membres de la direction du bureau du procureur général sont arrêtés par les forces du ministère de l'Intérieur de la RPL, qui encerclait ce bâtiment, et l'encerclement sera levé le soir même, je suppose, une fois qu'ils ont saisi tous les documents dont ils ont besoin pour l'enquête. Dans la soirée, le MGB et le ministère de l'Intérieur de la RPL publient 3 vidéos d'aveux de personnes qu'ils ont arrêtées qui confirment les accusations de Cornet à l'encontre de plusieurs officiels de la République, leur lien avec des groupes de sabotage reconnaissance ukrainiens, l'aide logistique et informationnelle qu'ils leur ont apportée et la création du faux coup d'État de 2016 pour se débarrasser du Premier ministre de la RPL de l'époque, donc Gennady Tsiplakov, dont on parlait précédemment. L'un des aveux concerne d'ailleurs l'autopsie qui a suivi son prétendu suicide et qui révèle que Tsiplakov ne s'est en rien suicidé, mais a été torturé et assassiné de manière à faire croire à son suicide. Ils ont fait croire qu'il s'était pendu. Monsieur, il avait des côtes cassées. Méthode dégueulasse. Voilà. Et une nouvelle méthode dégueulasse, en fait. Voilà. Puis il avait des marques de lien aussi, donc il avait été attaché. Donc ça se voyait. Le MGB de la RPD a alors confirmé qu'il travaillait en collaboration avec le MGB de la RPL pour démanteler totalement ce réseau d'agents subversifs ukrainiens. À ce moment-là, une dizaine de personnes avaient déjà été arrêtées, d'autres étaient toujours recherchées. Le même soir, Cornet a tenu à réaffirmer que le chef de la RPL avait été trompé par son entourage infiltré d'agents de cette 5e colonne ukrainienne et qu'il n'était donc pas en conflit avec le chef de l'État, mais seulement avec ses agents de Kiev. Le 23 novembre, les révélations se sont poursuivies avec les aveux d'un major du 8e régiment d'opérations spéciales des forces armées ukrainiennes, dont on a déjà parlé. Donc c'est le régiment qui souvent monte toutes ces petites opérations d'espionnage, de sabotage, d'attentats terroristes. C'est ce fameux 8e régiment. Et donc ce major a impliqué la fameuse directrice de la compagnie de télévision et de radio d'État, donc la Anastasia Shurkaeva, ainsi que plusieurs de ses proches, comme ayant fourni des caches pour stocker des armes, des explosifs. Ils ont aussi fourni des informations à un groupe de sabotage reconnaissance ukrainien, donc ça, c'est des accusations extrêmement graves. Le MGB de la RPL procédait aussi à la vérification de l'implication d'Anastasia Shurkaeva dans la propagation de fausses informations pendant cette opération de démantèlement de cette cellule subversive ukrainienne qui a eu lieu ces derniers jours. Madame Shurkaeva est soupçonnée d'avoir organisé la diffusion de fausses informations dans les médias d'État de la République ainsi que dans les médias contrôlés par le SBU pendant que le MGB de l'RPL menait cette opération spéciale. Les documents en possession du MGB montrent que Shurkaeva était en contact avec des journalistes ukrainiens qui travaillent directement sous le contrôle de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien et même de services de renseignement étrangers. Donc là, c'est quand même très très grave. Le matériel récupéré confirme que la tâche principale de ces désinformations était de discréditer les forces de l'ordre de la République, ainsi que les chefs du MGB et du ministère de l'Intérieur. Parmi ces fausses informations fabriquées par Shurkaeva se trouvait entre autres le fait que des hommes armés auraient tiré sur une ambulance et l'arrestation du ministre des Communications, donc qui était un gros fake. Le lendemain, 24 octobre, donc hier, le MGB de l'RPL a publié plusieurs autres révélations, comme le fait que la chef de l'administration, donc du chef de la RPL, Teisman, avait fait pression lors de l'enquête sur ce faux coup d'État de 2016. Le premier vice-procureur général, Sergei Gorenko, a ainsi déclaré qu'Irina Teisman et Evgeny Seliversov avaient fait pression lors de l'enquête et que le procureur général, Vitaly Podobry, avait fait pression sur l'enquête criminelle visant le ministre de l'Intérieur, Igor Kornet. Donc en clair, ils avaient fabriqué tout ça de A jusqu'à Z. D'accord. Et alors que le 23 novembre, une information était parue dans certains médias et sur les réseaux sociaux concernant le fait qu'Igor Plotnitsky aurait quitté Lugansk pour Moscou, le 24 novembre au soir, l'information est tombée officiellement. Igor Plotnitsky a démissionné de ses fonctions de chef d'État pour raison de santé. L'annonce a été faite par Leonid Pasichnik, le chef du MGB de la RPL, qui est alors devenu chef par intérim de la République en attendant de prochaines élections.
Il a tenu à réaffirmer son attachement aux accords de Minsk dans la continuité de son prédécesseur, et comme la Russie l'a fait d'ailleurs aussi par la voix de Dmitri Peskov. Plotnitsky a été nommé comme représentant de la RPL pour l'application des accords de Minsk, afin que sa démission de chef de l'État n'hypothèque pas ces mêmes accords, puisque sa signature se trouve en bas aux côtés de celle de Zakharchenko. Donc il faut qu'il reste impliqué dans le processus, parce que sans ça, ça invaliderait les accords de Minsk. L'annonce faite par Pasechnik a été confirmée par des déclarations de Sergei Kozlov, le président du Conseil des ministres de la RPL, et de Vladimir Dekharenko, le président du Conseil populaire, donc le Parlement de la RPL. Et ce matin, le Conseil populaire de la RPL a amendé la Constitution pour permettre ce départ pour raison de santé, avant de valider officiellement cette démission et son remplacement par Pasechnik. Donc voilà un petit peu la situation. Donc la RPL a un nouveau chef de l'État, qui je pense est quelqu'un de très très bien. Il a une très bonne réputation en tout cas. Il a fait ses armes à l'époque de l'Ukraine en démantelant de très gros réseaux de contrebande. Et bon là il a été impliqué dans cette énorme opération spéciale de ses services, puisqu'il était à la tête du MGB pendant cette opération spéciale de démantèlement. Donc, c'est lui qui a dirigé très certainement toute cette enquête. Donc je pense qu'il fera un très bon chef de l'État à la tête de la République populaire de Lugansk. Et donc enfin, par intérim pour l'instant. Par intérim pour l'instant. Donc on va voir ce qui va ressortir après de ces élections qui devront être organisées. La question c'est comment on va réussir à les organiser, puisque normalement on ne peut pas organiser d'élections tant qu'il y a les accords de Minsk. Donc je ne sais pas. Donc ça risque de durer jusqu'à ce que les accords de Minsk, il risque d'être chef de l'État par intérim jusqu'à ce que les accords de Minsk soient invalidés. Oui. Parce que les élections qui avaient permis à Zakharchenko et à Plotnitsky d'être mis à la tête des deux républiques, c'était fait alors que les premiers accords de Minsk avaient déjà sauté. Donc c'était... Ceci dit, on ne doit pas en être très très loin de la fin des accords de Minsk 2, parce que non, ils je sont pense ultra violés, ultra piétinés par les Ukrainiens, donc... D'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé à Lugansk, je pense que c'est cette tentative de déstabilisation du ministère de l'Intérieur et du MGB devait très certainement viser à déstabiliser encore plus ensuite la République populaire de Lugansk, pour la fragiliser peut-être dans l'éventualité de la prochaine offensive ukrainienne. C'est-à-dire de fragiliser une des deux républiques pour créer une brèche en fait. Au sens propre du terme, c'est-à-dire l'isolement de la République de Lugansk de la frontière avec la Russie. Ce qui avait déjà été tenté d'ailleurs au tout début avec les... au tout début, les deux républiques, ça a été la fameuse bataille des frontières. Donc je pense que le but c'était même carrément de faire tomber la République populaire de Lugansk de l'intérieur, en la faisant vraiment s'effondrer au niveau des instances dirigeantes, ce qui aurait facilité la tâche de l'armée ukrainienne. Donc là, ce qui s'est passé, c'était quelque chose de très très grave. Donc Igor Kornet a fait ce qu'il fallait, même si ça a été très dangereux. Franchement, ça aurait pu très très mal se finir. C'était vraiment sur le fil du rasoir. C'était vraiment... c'est le soutien de son... C'est le soutien de son administration qui lui a donné la force, peut-être. Qui lui a donné la force, peut-être, et de ses convictions. Je pense que vraiment, il était convaincu de faire ce qu'il fallait et qu'il fallait prendre ce risque. Et je pense que c'était la bonne chose à faire. La République populaire de Lugansk va maintenant poursuivre, et puis la République populaire de Donetsk aussi va poursuivre ce nettoyage, puisque certains des agents qui ont été arrêtés, semble-t-il, étaient responsables d'attentats et de meurtres, de kidnapping qui ont eu lieu en République populaire de Lugansk, mais aussi en République populaire de Donetsk en 2014 et 2015. Donc à mon avis, il va y avoir des arrestations aussi chez nous de personnes impliquées, de complices, je pense que ça va se continuer. L'opération n'est pas totalement terminée, mais maintenant, elle va pouvoir se faire dans une ambiance, on va dire, un peu plus sereine. Et la République populaire de Lugansk, je pense, va en ressortir renforcée, grandie et vraiment fortifiée au niveau de ses instances dirigeantes, qui avaient depuis toujours quand même une petite faiblesse. Donc là, maintenant, je pense que ça va être beaucoup mieux pour Lugansk. Donc, Cela dit,
enfin, ce fiasco de la 5e colonne ukrainienne, hein, sur laquelle certainement Kiev comptait pour fragiliser justement le couple des deux républiques, peut-être que c'est un vent de panique hein, dans les services secrets du SBU justement ukrainien, et que malheureusement ces gens-là ne sont pas spécialement des gens très intelligents, et ils sont peut-être un peu réactifs, et il se peut qu'ils essayent de se venger. C'est possible. C'est tout à fait possible, je pense. Parce que là, c'est vraiment un coup brutal, un coup très dur. Ah, ben ils viennent vraiment de démanteler un réseau important. Ça remontait jusqu'à la chef de l'administration, du chef de l'État. C'est extrêmement sérieux. Je veux dire, là, c'est de l'infiltration jusqu'à un niveau très, très, très élevé. Hein. C'est vraiment grave. Ouais. C'est vraiment très très grave. Pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, pendant ce temps-là à Kiev, voit le retour de notre clown préféré, j'ai nommé Porky. Ah, je t'arrête. Il faut avoir un minimum de déférence quand on a affaire à une référence. Et là, c'est le clown en chef Porky. Hein. Il faut reconnaître les talents au niveau où ils sont. Hein. Attention. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César et à Porky ce qui est à Porky, puisque ce dernier a déclaré que l'Ukraine est depuis de nombreuses années une puissance spatiale. Donc, je le cite. Il y a exactement 20 ans, l'Ukraine indépendante a vécu un moment historique. Leonid Kadeniuk a réalisé un vol dans l'espace à bord de la navette américaine Columbia. Depuis, l'Ukraine confirme avec succès ses positions de puissance spatiale, a-t-il écrit sur son mur Facebook. Donc, il a aussi fait remarquer que son pays était largement engagé dans des programmes internationaux d'exploration de l'espace. Et en avril dernier, certains ont même proposé que l'Ukraine fête la journée internationale du vol spatial habité, non pas le 12 avril comme le reste du monde, hein, mais le 19 novembre, date du vol dans l'espace du premier cosmonaute ukrainien. Bon, comment dire ? Pour qui ? Les États-Unis sont une puissance spatiale. La France et l'Europe, de manière générale, sont une puissance spatiale. La Russie est une puissance spatiale. La Chine est une puissance spatiale. Ouais. C'est pas parce que vous avez envoyé un Gugus dans l'espace avec une navette américaine que vous êtes une puissance spatiale. Non, mais j'ai deux remarques à faire quand même, parce que, à mon avis, au lieu de fêter, je dirais, la puissance spatiale supposée de l'Ukraine, le 19, c'est ça, novembre ? Le 19 novembre, ouais, voilà. C'est ça. Moi, à sa place, je ferais la fête du trampoline. Je crois que c'est beaucoup plus réaliste pour qualifier l'Ukraine comme puissance spatiale. Trampoline avec adjonction. Moi, je suis pour qu'on envoie les autorités de Kiev sur orbite et qu'on fête ce jour-là. Oui. Le jour où on les aura mis sur orbite. Oui, mais ce jour-là, si tu veux... Sans vaisseau pour revenir, je précise. Oui, et puis surtout sans chocolat magique de la fabrique de prochaine. Prochaine, hein. Parce qu'à mon avis, la puissance spatiale, elle se situe là. Hein, la consommation excessive de chocolat magique. Hein. De chocolat magique qui t'envoie dans l'espace. Ouais. Dans ta tête. C'est ça. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est ça la situation de la semaine. Donc on voit qu'il y a quand même un ralentissement des bombardements qui est certainement donc dû à la météo, hein, qui nous profite un peu. Ah ben, une tempête de neige, c'est vrai que tu vois pas grand-chose. Quand... Non, puis bon, t'es obligé de ranger un peu les canons, hein, parce qu'ils aiment pas trop ça quand même. Ils aiment pas trop le gel. Ils le supportent très très mal. Donc on va espérer que ça continue. Hein, on va espérer qu'on va avoir un hiver très très neigeux, très très froid. Oui. Comme ça, ils vont garder leur canon chaud. Hein. Ben, 3 mètres de neige, hein, 2 ou 3 mètres de neige. Alors là, je vais te dire. Voilà, c'est pas mal. Oui. Mais donc voilà, donc situation maintenant beaucoup plus relaxe hein, en République populaire de Lugansk. On va voir maintenant comment va évoluer la situation. Il va y avoir certainement des gens qui vont être encore arrêtés, virés, etc. Donc le nettoyage va continuer. Mais je pense que la situation, ça a renforcé l'union entre les deux républiques, hein, puisque la RPD a prêté main forte à la RPL sur le plan de l'enquête, je tiens à le préciser. Hein,
n'a pas envoyé de troupes là-bas, hein, contrairement à certaines rumeurs. Mais le MGB a prêté main forte, a prêté ses enquêteurs, ses capacités d'analyse, etc. pour aider ses collègues de Lugansk à avancer au plus vite, parce que plus tu perds de temps pour identifier d'éventuels complices, et ben plus ils ont de chances d'arriver à se sauver. Hein. Donc il faut faire très très vite pour démanteler tout un réseau comme celui-là. Le facteur temps est un facteur extrêmement important. Plus tu perds de temps et plus tu prends le risque qu'un maximum de membres de ce réseau arrivent à s'échapper. D'où l'importance de travailler en commun pour unir les forces pour pouvoir aller plus vite. Donc maintenant, on va pouvoir suivre la situation de manière un peu plus calme suite à cette démission de Plotnitsky. Et puis, donc situation à suivre, surtout avec ces histoires-là de provocation avec des gars déguisés en soldats russes. Faut faire attention quand même à ces provoques. Donc ça aussi, il va falloir surveiller très très près. Je pense que c'est des opérations qui vont être appelées à se multiplier, justement comme je te disais tout à l'heure, en réponse. Pour justifier, de toute façon ils ont besoin de justifier, Kiev a besoin de justifier sa future attaque. Donc il faut accuser soit l'RPD, soit l'RPL, soit la Russie carrément d'attaquer, de violer les accords de Minsk, etc. Donc tout va être bon pour ça. Un autre dossier à suivre, ça va être l'échange des prisonniers qui a l'air d'avancer enfin un petit peu. Mais ça, on refera peut-être un point la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu la situation. Je pense que là, on va pouvoir attendre tranquillement le site rep de la semaine prochaine, sauf gros imprévus. Normalement, ça devrait rester relativement calme. Et puis, ce sera donc notre 67e site rep. Oui, parce que c'est encore le 66e, là. Donc, voilà. On espère que... Faut vite qu'on passe au 67. Voilà, vite qu'on passe au 67. Absolument. Voilà. Donc, je te dis une bonne soirée et à la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup, Christelle. Je te souhaite également une très bonne soirée. Je te remercie encore pour ton travail, pour les informations que tu viens de nous donner, parce qu'elles sont très peu relayées, évidemment, par nos chers médias mainstream occidentaux. Hein. C'est rien de le dire. Bon, voilà. À bientôt. Bonne soirée. Bientôt. Au revoir. Soirée.